Ma famille a toujours pensé que j'inventais mon allergie pour attirer l'attention. Alors ma sœur a décidé de faire une blague en cachant des crevettes dans ma nourriture pour faire rire tout le monde. Je me suis réveillé aux soins intensifs après un choc anaphylactique. Plus personne ne trouvait ça drôle quand la facture de 180 000 $ est arrivée à son nom. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, et je me suis réveillé aux soins intensifs avec un tube respiratoire dans la gorge parce que la blague de ma sœur a failli me tuer. Le bip régulier des machines m'entourait comme une marche funèbre mécanique. J'avais l'impression d'avoir avalé du verre brisé, et chaque respiration était un effort conscient que mon corps avait oublié de faire automatiquement. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous, et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner et si vous vous êtes déjà senti rejeté par votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. L'infirmière qui vérifiait mes constantes vitales avait des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Vous avez fait une belle frayeur à tout le monde, ma chérie. Un choc anaphylactique sévère. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Oh, je m'en souvenais. Parfaitement. Chaque détail douloureux du plan génial de ma sœur Jessica pour prouver que je simulais mes allergies alimentaires. Parce qu'apparemment, 28 ans à porter des épipens et à lire chaque étiquette d'ingrédients n'était pas une preuve suffisante pour le jury de la famille Miller. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment nous en sommes arrivés à ce charmant moment familial. En grandissant, j'étais l'hypocondriaque de la famille. Du moins, c'est comme ça qu'il m'appelait chaque fois que je déclinais poliment la fameuse salade de crevettes de tante Martha ou que je demandais s'il y avait des noix dans les brownies spéciaux de l'oncle Bob. Ma mère levait les yeux au ciel et marmonnait à propos de mon comportement de recherche d'attention. Mon père se lançait dans des discours sur le fait que les enfants d'aujourd'hui sont trop choyés et qu'ils mangeaient de tout quand il était enfant sans aucun problème. Jessica, ma sœur aînée de 3 ans, se délectait particulièrement de mes drames. Elle agitait des fruits de mer devant mon visage lors des dîners de famille, riant quand je reculais. « Allez, Sarah, essaie juste une petite bouchée. » Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Le pire, comme il s'est avéré, était exactement ce qui s'est passé mardi soir dernier. Mais je m'emballe encore. Voyez-vous, mes allergies n'étaient pas une maladie mystérieuse apparue du jour au lendemain. J'avais été diagnostiqué à l'âge de 6 ans après un incident terrifiant avec des biscuits au beurre de cacahuète lors d'une fête scolaire. Mes parents étaient présents lors de cette visite aux urgences. Ils ont vu l'urticaire, le gonflement, les difficultés respiratoires. Ils ont rencontré l'allergologue qui a expliqué la gravité de mon état. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, au moment où j'ai atteint le lycée, la tradition familiale avait transformé mon état médical légitimement, petite manie de Sarah. Elle a toujours été dramatique, disait ma mère aux parents. Elle tient ça du côté de son père. L'ironie, c'est que j'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer d'être tout le contraire de dramatique. J'ai appris à cuisiner mes propres repas pour les réunions de famille. Je portais plusieurs épipens. Je faisais des recherches sur les restaurants avant d'y aller. Je n'ai jamais fait d'histoire quand je devais manger une barre de céréales pendant que tout le monde dégustait un gâteau d'anniversaire. Je suis devenue une experte dans la gestion de ma propre sécurité tandis que ma famille est devenue experte dans son ignorance. La fête de fiançailles de Jessica l'année dernière était un exemple parfait de l'approche de la famille Miller face à mes allergies. Elle avait engagé un traiteur chic et prévu un buffet de fruits de mer élaboré. Quand j'ai appelé pour demander le menu, elle a ri. « Oh, Sarah, tu pourras manger la salade. Il y a toujours de la salade. »« Jess, je suis allergique aux fruits de mer. S'il y a une contamination croisée dans la cuisine. »« Mon Dieu, tu es tellement paranoïaque. »« D'accord, je dirai au traiteur de te faire une assiette spéciale. »« Heureuse maintenant ? J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas faire confiance à cette promesse. » Le soir de la fête, je suis arrivé pour trouver des huîtres crues, un cocktail de crevettes, des galettes de crabe et une bisque de homard recouvrant chaque surface. L'assiette spéciale que Jessica avait promise était introuvable. Quand j'ai demandé, elle a haussé les épaules. Ils ont oublié. Contente-toi de contourner les fruits de mer. Ce n'est pas si difficile. Mon futur beau-frère, Ryan, avait l'air mal à l'aise. Jess, peut-être qu'on devrait rappeler le traiteur. Ryan, s'il te plaît. Sarah est ridicule. Elle n'a jamais vraiment eu de réaction lors d'un événement familial. Tout ce truc d'allergie, c'est juste. Tu sais comment elle est. Cette phrase, tu sais comment elle est.
Elle m'avait suivi à travers l'enfance, l'adolescence et, apparemment, jusqu'à l'âge adulte. C'était un raccourci pour « dramatique », en quête d'attention, difficile. J'ai fini par manger des crackers dans la voiture pendant que ma famille faisait la fête à l'intérieur. Par la fenêtre, je pouvais voir Jessica raconter l'histoire à ses amis, expliquant probablement pourquoi la sœur de l'invité d'honneur était assise dehors comme une sorte de paria social. Mais voici ce qui m'a vraiment touché. Ce n'était pas seulement la nourriture. C'était le schéma. Chaque réunion de famille devenait un exercice pour tester mes limites. Combien de temps tolérerais-je avant de finalement craquer? Jusqu'où pourrait-il pousser avant que je ne me défende? Le dîner de Noël il y a 2 ans. Mon cousin a apporté une casserole de haricots verts garnis d'amandes. Quand j'ai poliment décliné, l'interrogatoire a commencé. À quel type de noix es-tu allergique exactement? A demandé tante Linda. Les noix à coque. Les amandes, les noix, les pacanes. Mais qu'en est-il de la noix de coco? C'est techniquement une noix. La noix de coco n'est pas vraiment. Vous voyez, elle ne sait même pas à quoi elle est allergique. Ça, c'était mon père. Comme s'il m'avait surprise dans un mensonge élaboré. Le pire n'était pas leur doute. C'était la façon dont ils avaient transformé mon état médical en divertissement. Ils semblaient vraiment apprécier de me voir naviguer dans leur petit test. Il y avait quelque chose de presque prédateur dans la façon dont ils observaient mon visage lorsque des aliments douteux apparaissaient. Ma mère a une fois apporté des biscuits achetés en magasin à un pique-nique familial et m'a tendu le paquet avec un doux sourire. Ceci devrait être bon pour toi, ma chérie. La liste des ingrédients comprenait, en gras, peut contenir des traces de noix. Quand j'ai fait remarquer cela, elle a froncé les sourcils comme si j'étais délibérément difficile. Peut contenir n'est pas la même chose que contient, Sarah. Tu es paranoïaque. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement dédaigneux de mes allergies. Ils croyaient sincèrement que je mentais. Dans leur esprit, j'étais une femme adulte qui avait réussi à maintenir une tromperie élaborée pendant plus de 2 décennies, portant de faux épipants et évitant des groupes alimentaires entiers juste pour. Quoi? Attirer l'attention? Me sentir spécial? La logique n'a jamais eu de sens, mais là encore, la famille en a rarement. L'appel est arrivé un jeudi matin alors que j'examinais des propositions de clients dans mon agence de marketing. Sarah, j'ai une nouvelle incroyable. La voix de Jessica vibrait pratiquement à travers le téléphone. Ryan m'a demandé en mariage. Jess, c'est merveilleux. Félicitations. Nous nous y attendions depuis des mois. Ryan était le genre de gars qui planifiait tout méticuleusement, et il avait laissé entendre qu'il cherchait une bague depuis la Saint-Valentin. Je veux fêter ça comme il se doit, a poursuivi Jessica. J'organise une fête de fiançailles samedi prochain. Rien de trop chic, juste la famille et les amis proches. Peux-tu m'aider à l'organiser? J'aurais dû dire non. J'aurais dû inventer une excuse, dire que j'étais occupé ou que j'avais d'autres projets, mais Jessica était ma sœur et malgré tout, je voulais qu'elle soit heureuse. Bien sûr. Que as-tu en tête? Je pensais qu'on pourrait le faire chez papa et maman. Utiliser le jardin, installer quelques tables. Ryan adore le barbecue, alors peut-être qu'on pourrait faire des grillades. Et j'ai trouvé cette recette incroyable de brochettes de crevettes qui serait parfaite. Mon estomac s'est noué. Des brochettes de crevettes? Ne commence pas, Sarah. C'est un plat parmi tant d'autres. Il y aura plein d'autres options. Jess, tu sais que je ne peux pas être près de fruits de mer en train de griller. La fumée, la contamination croisée. Oh mon Dieu. Sérieusement? Tu ne peux même plus être dans le même jardin que des crevettes maintenant? J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Les protéines deviennent aéroportées lorsque les fruits de mer sont grillés. Mon allergologue m'a spécifiquement mis en garde à ce sujet. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un fait médical. D'accord, on ne grillera pas de crevettes. Heureuse? Merci. J'apprécie vraiment. On les servira juste froides à la place. Le cocktail de crevettes est plus chic de toute façon. Et voilà, le même schéma se répétait. Jessica faisait semblant de tenir compte de mes besoins tout en trouvant un moyen de faire exactement ce qu'elle voulait. De toute façon, Jess, ce n'est pas une question de préparation des crevettes. C'est une question de contamination croisée. Si des crevettes sont préparées dans la même cuisine que d'autres aliments. Sarah,
je ne vais pas organiser ma fête de fiançailles autour de tes problèmes alimentaires imaginaires. C'est ma journée. Pour une fois dans notre vie, peux-tu ne pas tout ramener à toi? L'accusation m'a frappé comme une gifle. Tout ramener à moi. Quand ai-je jamais? Toujours. Tu le fais depuis que nous sommes enfants. Chaque fois qu'il y a une célébration familiale, tu trouves un moyen d'être le centre de l'attention avec tes allergies, tes drames et tes exigences spéciales. J'ai fixé mon écran d'ordinateur, regardant le curseur clignoter dans le document que je modifiais. 28 ans, et ma sœur me voyait toujours comme l'enfant en quête d'attention qu'elle avait décidé que j'étais à l'école primaire. J'apporterai ma propre nourriture, ai-je dit doucement. S'il te plaît, fais juste attention à la contamination croisée dans la cuisine. Tout ce qui te rend heureuse, Sarah. Je parlerai à maman de garder ton précieux EpiPen à proximité au cas où tu déciderais d'avoir une de tes crises. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Ce soir-là, j'ai appelé mon amie Lisa pour me défouler. Lisa avait été ma colocataire à l'université et était l'une des rares personnes à avoir été témoin de l'une de mes réactions allergiques. Elle les appelait des crises. La voix de Lisa était incrédule. Sarah, elle était là quand tu as fait un choc lors de mon dîner d'anniversaire en 2e année. Elle a vu les ambulanciers. Comment peut-elle encore penser que tu simules? Parce qu'elle veut penser que je simule. C'est plus facile que d'admettre qu'ils ont été cruels avec moi pendant des années. Es-tu sûr de devoir aller à cette fête? Je n'étais plus sûr de rien. Mais Jessica était ma sœur, et une partie de moi espérait encore que cette fois serait différente. Peut-être que me voir sincèrement heureuse de son succès adoucirait quelque chose dans son cœur. Peut-être que c'était moi qui vivais dans un fantasme. Le samedi est arrivé avec un temps parfait qui vous fait croire que tout ira bien. J'ai passé plus de temps à me préparer, choisissant une robe d'été que Jessica avait complimentée auparavant, et me coiffant même comme elle m'avait dit que ça m'allait si bien à Pâques. Je voulais être la sœur solidaire qu'elle méritait, allergie et tout. Je suis arrivé tôt chez mes parents pour aider à l'installation, apportant une glacière avec ma propre nourriture et un nouvel EpiPen que j'avais récupéré à la pharmacie ce matin-là, juste au cas où. Le jardin était magnifique. Jessica avait tendu des guirlandes lumineuses entre les arbres, installé des tables rondes avec des nappes blanches et disposé des bouquets de tournesol en centre de table. Elle avait clairement réfléchi à chaque détail. Sarah, tu es là. Elle m'a serré fort dans ses bras, et pendant un instant, tout semblait normal entre nous. Qu'en penses-tu? C'est magnifique, Jess. Ryan va adorer. Aide-moi à finir de dresser la table de la nourriture. Le traiteur vient de tout déposer. Nous nous sommes dirigés vers le buffet, et j'ai immédiatement senti ma poitrine se serrer. Un cocktail de crevettes occupait le centre de la table, entouré de divers autres plats. La porte de la cuisine était ouverte, et je pouvais sentir l'odeur distinctive de la préparation de fruits de mer qui flottait encore dans l'air. Jess, je sais ce que tu penses, mais j'ai été super prudente. Je leur ai fait préparer tes affaires en premier, avant les fruits de mer. Regarde. Elle a montré une assiette clairement étiquetée, Sarah, placée à l'écart des autres plats. Poulet grillé, légumes rôtis et cette salade de quinoa que tu aimes. Pas de contamination croisée. J'ai ressenti une vague de gratitude mêlée de surprise. Elle avait vraiment écouté. Elle avait vraiment pris des précautions. Merci. Merci vraiment. Tu es ma sœur. Elle m'a serré l'épaule. Je veux que tu profites de cette journée. Les invités ont commencé à arriver vers midi. La famille de Ryan, nos cousins, des amis de la famille, des collègues. Jessica rayonnait en présentant son fiancé, montrant sa bague, acceptant les félicitations. Je suis resté en retrait, picorant mon assiette spécialement préparée et appréciant sincèrement de la voir heureuse. Tout se passait parfaitement jusqu'à ce que mon cousin Mike fasse un commentaire sur le cocktail de crevettes. Jess, c'est incroyable. Où as-tu trouvé ces crevettes? Oh, c'est aussi le plat préféré de Sarah, a dit Jessica avec un grand sourire. Elle les regarde depuis tout l'après-midi. J'ai levé les yeux de ma salade de quinoa, confuse. Quoi? Le cocktail de crevettes. Tu as dit à quel point ça avait l'air bon. Non, je n'ai pas dit ça. Tu sais que je ne peux pas manger de crevettes. Jessica a ri. Ce rire particulier qu'elle utilisait quand elle pensait que quelqu'un était ridicule. Allez, Sarah. Arrête d'être dramatique. Ce ne sont que des crevettes.
La conversation autour de nous s'est calmée. Je sentais les gens regarder, attendant de voir comment cela allait se terminer. Le poids familier d'être le spectacle de la famille s'est abattu sur mes épaules. Jess, je suis gravement allergique aux fruits de mer. Tu le sais. Vraiment? Sa voix portait le même ton qu'elle utilisait quand nous étions enfants et qu'elle était sur le point de prouver que je mentais. Je veux dire, as-tu déjà vraiment essayé à l'âge adulte? La question flottait dans l'air comme un défi. Autour de nous, les membres de la famille échangeaient des regards. Je pouvais presque les voir penser la même chose que Jessica disait à voix haute. Peut-être que Sarah avait vraiment simulé toutes ces années. Je n'ai pas besoin d'essayer du poison pour savoir que ça me fera du mal, ai-je dit doucement. Du poison? Jessica a ri de nouveau. C'est un cocktail de crevettes, pas du cyanure. Tout le monde ici en mange sans problème. Ryan s'est avancé, l'air mal à l'aise. Jess, peut-être qu'on devrait. Non, Ryan. J'en ai marre de marcher sur des œufs autour des prétendues allergies de Sarah. Regarde-la. Elle est parfaitement bien assise à 1 mètre d'une assiette de crevettes. Si elle était vraiment si allergique, n'aurait-elle pas une réaction en ce moment même? La logique semblait solide pour tous ceux qui regardaient. Je pouvais le voir sur leur visage. La curiosité, le doute, et la possibilité naissante que peut-être les sceptiques de la famille avaient eu raison depuis le début. Et c'est juste une bouchée, a poursuivi Jessica, prenant une crevette du plateau. Une toute petite bouchée. Prouve-nous que tu es vraiment allergique. La foule avait formé un cercle lâche autour de nous maintenant. Mes parents, mes tantes et oncles, la famille de Ryan, tous regardant pour voir si leurs soupçons seraient enfin confirmés. Je ne vais pas m'empoisonner intentionnellement pour satisfaire ta curiosité. Tu vois. Jessica s'est tournée pour s'adresser à la foule. Elle n'essaiera même pas parce qu'elle sait qu'elle ment depuis le début. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé comme un cauchemar au ralenti. Jessica, enhardie par l'attention de la foule et sa certitude absolue qu'elle avait raison, a décidé de prendre les choses en main. Pendant que j'expliquais à ma cousine Lisa pourquoi je ne pouvais pas, juste essayer un petit peu, Jessica s'est discrètement approchée de mon assiette spécialement préparée. Je n'ai pas remarqué qu'elle ajoutait quoi que ce soit à ma nourriture. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma sœur, à sa fête de fiançailles, après qu'elle m'ait spécifiquement promis de me garder en sécurité. Quand je suis retourné à mon assiette, tout avait l'air exactement comme avant. Le poulet grillé, les légumes rôtis, la salade de quinoa. J'ai pris une bouchée du quinoa, discutant avec la sœur de Ryan de son nouveau travail, reconnaissante que le drame soit passé. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu environ 10 minutes plus tard. Un léger picotement dans la bouche, comme si j'avais mangé quelque chose de trop épicé. Je me suis excusé pour aller chercher de l'eau, pensant que peut-être les légumes avaient été assaisonnés plus fortement que je ne l'avais réalisé. Le temps d'arriver à la cuisine, le picotement s'était étendu à ma langue et à ma gorge. Ma bouche me semblait enflée, et il y avait un goût métallique étrange que j'ai reconnu avec une horreur croissante. Je l'avais déjà goûté, la dernière fois que j'avais été exposé à des fruits de mer, Jessica, ai-je appelé, ma voix déjà épaisse et étrange. Que as-tu mis dans ma nourriture? Elle est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, toujours souriante. Que veux-tu dire? Ma bouche enfle. Que as-tu ajouté à mon assiette? Son sourire a légèrement vacillé. Je n'ai rien ajouté. Jessica, j'ai besoin de savoir maintenant. As-tu mis des fruits de mer dans ma nourriture? Peut-être. Peut-être juste un tout petit peu de crevettes, genre pratiquement microscopique, juste pour prouver. Je n'ai pas entendu le reste de sa phrase car je courais déjà vers mon sac à main où je gardais mon épipène. Mes mains tremblaient alors que je le cherchais, et je sentais ma gorge commencer à se fermer. Sarah. La voix de Ryan est venue de derrière moi. Ça va? Je me suis retourné et j'ai dû avoir l'air aussi terrifié que je l'étais, car son expression a immédiatement changé. Appelle le 911, ai-je réussi à dire avant de planter l'épipène dans ma cuisse. Les minutes qui ont suivi ont été chaotiques. Ryan était au téléphone avec les services d'urgence tandis que Jessica se tenait figée dans l'embrasure de la porte, encore en train de comprendre ce qui se passait. C'était juste un tout petit morceau, n'arrêtait-elle pas de dire. Juste un tout petit morceau. Elle va bien. Regarde, elle va bien. Mais je n'allais pas bien. Malgré l'épipène, ma respiration devenait plus difficile.
Mon visage enflait et de l'urticaire apparaissait sur mes bras et ma poitrine. L'épinéphrine m'avait acheté du temps, mais pas assez. Où est l'ambulance? A demandé Ryan. Elle simule, a dit Jessica, sa voix montant de panique. Elle fait ça pour attirer l'attention. Elle a pris quelque chose pour avoir l'air malade. Jessica, tais-toi, a claqué Ryan. Et je ne l'avais jamais entendu utiliser ce ton avec elle auparavant. L'ambulance est arrivée juste au moment où mon deuxième EpiPen s'est épuisé, et mon monde a commencé à s'assombrir sur les bords. Je me souviens d'avoir été chargé sur une civière, je me souviens de Jessica insistant encore auprès de quiconque voulait l'entendre que tout cela n'était qu'une performance élaborée. La dernière chose que j'ai entendue avant de perdre connaissance était ma mère disant « Eh bien, elle a certainement choisi un moment dramatique pour ses bêtises. » Même alors que j'étais en train de mourir, il pensait que c'était pour attirer l'attention. Je me suis réveillé 18 heures plus tard au son régulier des machines et à l'odeur antiseptique de l'air de l'hôpital. Ma gorge était à vif, comme si j'avais crié pendant des heures. Chaque respiration était délibérée et difficile. L'infirmière des soins intensifs, une femme d'âge moyen aux mains douces, m'a expliqué ce qui s'était passé. Choc anaphylactique sévère, insuffisance respiratoire. Ils avaient dû m'intuber lorsque mes voies respiratoires se sont complètement fermées. Vous avez beaucoup de chance, a-t-elle dit. Quelques minutes de plus et nous n'aurions peut-être pas pu vous aider. Chanceuse. C'était une façon de voir les choses. J'ai passé la première journée seule. Pas de fleurs, pas de carte de bon rétablissement, pas de membres de la famille attendant anxieusement dans le couloir. Les infirmières avaient l'air désolées pour moi, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Même des étrangers pouvaient voir que quelque chose n'allait pas dans cette situation. Êtes-vous sûr qu'il n'y a personne que vous aimeriez que nous appelions, a demandé doucement l'infirmière de jour. Ma famille sait où je suis, ai-je croassé. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ma famille avait collectivement décidé que j'avais gâché la fête de fiançailles de Jessica avec mes drames. Selon le texto que j'ai reçu de ma mère alors que j'étais encore inconsciente, ils étaient déçus de mon comportement et pensaient que je devrais considérer le moment de mon urgence médicale. Apparemment, frôler la mort était inconsidéré. Ryan s'est présenté le deuxième jour, l'air hagard et coupable. Il a apporté des fleurs, des marguerites, qui étaient sans danger pour les personnes allergiques. Quelqu'un avait fait ses recherches. Comment te sens-tu, a-t-il demandé, s'installant dans le fauteuil inconfortable du visiteur. Comme si j'avais été heurté par un camion, ai-je admis. Comment va Jessica? Son expression s'est assombrie, en colère. Elle est convaincue que tu as orchestré tout ça d'une manière ou d'une autre. Dans quel but? Pour la faire passer pour une méchante? Pour voler l'attention de ses fiançailles? Il s'est frotté le visage avec lassitude. Sarah, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Savais-tu qu'il y avait des fruits de mer dans ta nourriture? Non. Le mot est sorti plat et certain. Si j'avais su, j'aurais utilisé mon EpiPen immédiatement et appelé le 911 moi-même. Il a hoché la tête, l'air soulagé. C'est ce que je pensais. C'est ce que j'ai dit à Jessica. Mais elle. Elle quoi? Elle dit aux gens que tu as dû prendre quelque chose pour simuler la réaction. Une sorte de drogue ou de produit chimique qui imiterait l'anaphylaxie. Je l'ai regardé, sans voix. Même après m'avoir vu frôler la mort, Jessica était toujours attachée à la théorie selon laquelle j'étais une fraude élaborée. Ryan, sais-tu ce que je fais dans la vie? Tu es dans le marketing, n'est-ce pas? Je suis chargé de compte junior dans une petite agence. Je gagne 38 000 $ par an. Penses-tu vraiment que j'ai accès à des produits pharmaceutiques expérimentaux qui pourraient parfaitement imiter une réaction allergique sévère? Il a eu la grâce d'avoir l'air honteux. Quand tu le dis comme ça. De plus, même si j'avais accès à quelque chose comme ça, pourquoi risquerais-je ma vie pour prouver quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait valoir la peine de presque mourir? Nous sommes restés assis en silence un moment, écoutant les machines suivre mes signes vitaux. J'ai fait des recherches, a finalement dit Ryan. Sur les allergies alimentaires, l'anaphylaxie, tout ça. Sarah, ce qui t'est arrivé, c'est exactement ce que la littérature médicale décrit. Il n'y a aucun moyen de simuler les symptômes physiques que tu as eus. Tu me crois? Je t'ai toujours cru, mais maintenant j'ai des preuves. Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo. C'est Jessica qui ajoute des crevettes à ta salade de quinoa.
Je l'ai prise sans réfléchir, juste parce qu'elle avait l'air de faire quelque chose en cachette. La photo montrait clairement Jessica en train de racler des crevettes du plateau de cocktail dans ma nourriture, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait. La preuve était irréfutable. Pourquoi tu me montres ça? Parce que j'en ai fini de prétendre que c'est normal. Ce que Jessica a fait, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une farce. Elle aurait pu te tuer. Je me suis adossé à mes oreillers, épuisé par la conversation et les implications de ce qu'il me disait. Qu'est-ce que tu vas faire? Ryan est resté silencieux un long moment. Je ne sais pas. Je l'aime, mais je ne peux pas épouser quelqu'un qui blesserait délibérément sa propre sœur et blâmerait ensuite la victime. Cela change tout. Après son départ, je suis resté allongé dans mon lit d'hôpital et j'ai pensé à la photo sur son téléphone. Une preuve. Enfin, une preuve indiscutable que je ne mentais pas, que je n'exagérais pas, que je ne cherchais pas l'attention. Cela aurait dû être une justification. Au lieu de cela, cela ressemblait à la fin de ma famille, telle que je l'avais connue. L'enveloppe à l'aspect officiel est arrivée à l'appartement de Jessica exactement 2 semaines après ma sortie de l'hôpital. Je le sais parce que Ryan m'a appelé immédiatement après, la voix tremblante de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la satisfaction. « Sarah, tu dois savoir ce qui vient de se passer. » J'étais assise dans mon propre appartement, me remettant encore de ce que les médecins avaient poliment appelé un « événement médical significatif ». Ma gorge était enfin revenue à la normale et l'urticaire s'était estompée, mais je souffrais encore de fatigue et de ce que mon médecin décrivait comme un stress post-traumatique dû à l'expérience de mort imminente. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, bien qu'honnêtement, je ne sois pas sûr de pouvoir supporter plus de drames. Un huissier de justice vient de se présenter à la porte de Jessica. Des documents judiciaires officiels. Il a fait une pause, et j'ai pu entendre des papiers bruire. Et une facture d'hôpital de 180 000 $. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. J'avais été tellement concentré sur ma convalescence que je n'avais même pas pensé au coût de mon séjour en soins intensifs. 18 heures en soins intensifs, intubation d'urgence, plusieurs médicaments, consultation de spécialistes. Bien sûr, ça allait être cher. 180 000, ai-je répété, hébété. Ce n'est même pas le pire. Les documents incluent une plainte formelle pour voie de fait. Sarah, il porte des accusations criminelles contre Jessica pour t'avoir empoisonné. Je me suis affalé sur mon canapé, essayant de comprendre ce qu'il me disait. Je n'ai déposé aucune plainte. Tu n'as pas eu à le faire. L'hôpital était légalement tenu de le signaler quand ils ont réalisé ce qui s'était passé. Apparemment, exposer délibérément quelqu'un à un allergène connu relève des lois sur les voies de fait. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, en effet? Certainement pas Jessica, qui avait probablement pensé que la pire conséquence de sa petite blague serait une certaine gêne familiale et peut-être des excuses. Comment le prend-elle? Pas bien. Elle est au téléphone avec papa et maman depuis 1 heure, pleurant sur le fait que tout cela n'est qu'un malentendu et que tu es probablement derrière tout ça d'une manière ou d'une autre. Et voilà encore. Même face à des documents judiciaires et à une facture d'hôpital à 6 chiffres, Jessica était toujours convaincue que tout cela faisait partie de mon stratagème élaboré pour attirer l'attention. La dissonance cognitive aurait été impressionnante si elle n'avait pas été si destructrice. Ryan, je veux que tu saches que je n'ai rien demandé de tout ça. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Sarah, sa voix était douce mais ferme. Ce que Jessica t'a fait, c'est une tentative de meurtre. Peut-être qu'elle ne voulait pas te tuer, mais elle t'a délibérément donné quelque chose qu'elle savait pouvoir te nuire. Dans la plupart des États, c'est un crime. Le mot flottait entre nous. Crime. Ma sœur risquait potentiellement des accusations criminelles parce qu'elle ne pouvait pas accepter que mes allergies soient réelles. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Jessica doit décider si elle veut se battre au tribunal ou essayer de négocier une peine. Quoi qu'il en soit, elle risque des accusations criminelles, une responsabilité civile pour les factures d'hôpital, et probablement une ordonnance restrictive. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille qui refusent de croire que vos problèmes de santé sont réels. Après avoir raccroché avec Ryan, je suis resté assise dans mon appartement et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais face à ces développements. Une partie de moi était soulagée que quelqu'un prenne enfin au sérieux ce qui s'était passé.
L'hôpital, la police, le système judiciaire, ils reconnaissaient tous que ce que Jessica avait fait était criminel. Mais une autre partie de moi se sentait étrangement vide. Ce n'était pas la justification que j'avais imaginée. Je n'avais jamais voulu que ma sœur risque la prison ou la ruine financière. Je voulais juste qu'elle me croie, qu'elle arrête de traiter mon état médical comme un défaut de caractère. Maintenant, au lieu d'obtenir des excuses ou une reconnaissance, j'obtenais une vengeance. Et la vengeance, il s'est avéré, était bien plus compliquée que ce que je m'étais attendu. La stratégie de Jessica pour gérer la crise juridique était, malheureusement, exactement ce à quoi j'aurais dû m'attendre de la part de quelqu'un qui avait passé des années à refuser d'accepter la responsabilité de ses actes. Elle a décidé de blâmer Ryan. L'appel est arrivé 3 jours après la signification des documents judiciaires. Je réchauffais de la soupe pour le déjeuner quand mon téléphone a sonné et que le nom de Jessica est apparu à l'écran. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Sarah, nous devons parler. Sa voix était différente. Tremblante, désespérée, sans aucune de l'assurance dédaigneuse qui caractérisait habituellement nos conversations. À propos de quoi, Jessica? À propos de tout ce malentendu. Les factures d'hôpital, les trucs juridiques. Je pense qu'on peut régler ça sans impliquer d'avocat. J'ai posé ma cuillère et je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Régler quoi exactement? Écoute, je n'ai jamais voulu que tu sois aussi malade. Tu dois me croire. C'était censé être une blague inoffensive, juste pour prouver que tes allergies n'étaient pas aussi graves que tu le prétendais. Tu as failli me tuer. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ryan m'a convaincu de le faire. C'est lui qui a suggéré de mettre des crevettes dans ta nourriture. Il a dit que ce serait drôle, que ça exposerait enfin tes mensonges. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Quoi? Tout ça, c'était son idée. Je n'aurais jamais fait quelque chose d'aussi cruel de mon propre chef, mais il n'arrêtait pas de pousser, disant des choses comme « ta sœur manipule cette famille depuis des années, et quelqu'un doit la démasquer ». Les mensonges étaient si élaborés, si détaillés, que pendant un instant, j'ai presque douté de ma propre mémoire des événements. Ryan était-il impliqué? Avais-je mal interprété sa culpabilité et son inquiétude? Puis je me suis souvenu de la photo qu'il m'avait montrée, celle où Jessica agissait clairement seule, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait alors qu'elle trafiquait ma nourriture. Jessica, ce n'est pas ce qui s'est passé. Si, c'est ça. Demande à n'importe qui était là. C'est Ryan qui insistait pour que tu essaies les crevettes. C'est lui qui faisait des blagues sur tes fausses allergies. J'essayais juste de rendre mon fiancé heureux. La manipulation était à couper le souffle. Jessica avait construit une version alternative de la réalité où elle était la victime de la manipulation de Ryan plutôt que l'architecte de ma quasi-mort. Si c'est vrai, pourquoi n'as-tu pas dit ça à la police quand ils t'ont interrogé? Parce que je le protégeais. Je pensais qu'on pourrait régler ça en privé. Mais maintenant, avec ces accusations criminelles et les factures d'hôpital. Sarah, je ne peux pas aller en prison pour quelque chose qui n'était pas mon idée. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de trouver une patience que je ne ressentais pas. Jessica, il y a des témoins. Il y a des photos. Ryan a des preuves que tu as agi seul. Ryan a des photos? Des photos de quoi? J'ai immédiatement réalisé mon erreur. Je venais de dire à Jessica que la preuve de sa culpabilité existait. Une preuve dont elle n'avait pas connaissance. Sarah, quelle photo? Quel genre de preuve? Je dois y aller, ai-je dit et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Moins d'1 heure plus tard, Ryan m'appelait, et il avait l'air furieux. Jessica vient de m'accuser d'avoir tout manigancé, a-t-il dit sans préambule. Elle a appelé ma mère, mon patron et la moitié des invités du mariage pour leur dire que je l'avais manipulée pour t'empoisonner. Ryan, je suis tellement désolé. J'ai accidentellement mentionné que tu avais des photos. Peu importe ce que tu as dit. C'est comme ça qu'elle est, Sarah. Quand les choses deviennent difficiles, Jessica trouve quelqu'un d'autre à blâmer. Elle me jette sous le bus pour se sauver. Je pouvais entendre la douleur dans sa voix. Et il m'est venu à l'esprit que Ryan vivait la même désillusion que moi depuis des années. La personne qu'il pensait connaître, la gentille, drôle et aimante Jessica, se révélait être quelqu'un capable d'une cruauté stupéfiante lorsqu'elle était acculée. Ça va? Non, ça ne va pas.
Je suis fiancé à quelqu'un qui a essayé de tuer sa sœur et qui a ensuite essayé de me faire porter le chapeau. Ce n'est pas la personne que je pensais épouser. La conversation qui a suivi a été douloureuse et nécessaire. Ryan a décrit la dispute qu'il a eue avec Jessica après l'arrivée des documents judiciaires. Comment elle m'avait d'abord blâmé d'avoir surréagi à sa blague inoffensive, puis s'était tournée vers lui quand elle avait réalisé que les conséquences juridiques étaient réelles. Elle a même suggéré que nous prétendions tous les deux que tu t'étais empoisonné toi-même pour la faire passer pour une méchante. Elle voulait que je témoigne que tu semblais suspecte avant la fête, comme si tu préparais quelque chose. La profondeur du déni de Jessica était stupéfiante. Même maintenant, face à des accusations criminelles et à des preuves accablantes, elle était toujours plus déterminée à me donner tort qu'à accepter la responsabilité de ses actes. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé. « Je romps les fiançailles. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui ferait ça à sa propre famille et qui mentirait ensuite à ce sujet. Et Sarah, je vais témoigner pour toi. Tout ce dont tu as besoin pour prouver ce qui s'est réellement passé, je le fournirai. » Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma cuisine et j'ai pensé à la façon dont Jessica avait complètement mal joué sa carte. Si elle s'était simplement excusée, si elle avait montré un remords sincère et pris ses responsabilités, elle aurait peut-être pu minimiser les conséquences juridiques. Au lieu de cela, ses tentatives désespérées d'éviter le blâme lui avaient coûté son fiancé et toute crédibilité restante. Parfois, la dissimulation est vraiment pire que le crime. Le palais de justice était exactement ce que l'on attend d'un bâtiment conçu pour intimider les gens. Des sols en marbre, de hauts plafonds, et cet écho particulier qui donne à chaque conversation chuchotée un son menaçant. Je n'étais jamais allé dans une salle d'audience auparavant, et je me suis surprise à lutter contre l'envie de m'excuser d'exister, ce qui semblait être exactement la mauvaise énergie à apporter à ma propre procédure judiciaire. Ryan m'a retrouvé devant le bâtiment, l'air inhabituellement nerveux dans un costume sombre qui le faisait paraître plus âgé et plus sérieux que l'homme qui avait aidé à planifier la fête de fiançailles de Jessica quelques semaines plus tôt. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-il demandé. Honnêtement, je n'arrête pas de m'attendre à me réveiller et à découvrir que tout cela n'est qu'un cauchemar élaboré. Il a souri sombrement. Je connais ce sentiment. Il y a 6 semaines, je préparais un mariage. Maintenant, je suis ici pour témoigner contre mon ex-fiancé dans une affaire d'agression criminelle. Les mots semblaient surréalistes, même lorsqu'il les prononçait. Ce n'est pas ainsi que les disputes familiales normales sont censées être résolues. Nous sommes entrés ensemble dans le palais de justice, et j'ai aperçu ma famille regroupée près de la table de la défense. Mes parents, Jessica, ma tante Linda et mon cousin Mike, tous avaient l'air d'assister à un enterrement plutôt qu'à une procédure judiciaire. Jessica avait l'air terrible. Elle avait perdu du poids et il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne pouvait pas tout à fait dissimuler. Quand elle m'a vu, son expression a traversé plusieurs émotions, la culpabilité, la colère, le désespoir, et enfin une résolution dure que j'ai reconnue de nos disputes d'enfance. Elle allait encore se battre. La réaction de mes parents était plus prévisible. Maman m'a jeté le regard qu'elle avait perfectionné pendant mon adolescence, déçue, mais pas surprise que j'ai réussi à embarrasser la famille une fois de plus. Papa a évité tout contact visuel, probablement toujours convaincu que j'avais orchestré toute cette situation pour attirer l'attention. L'audience préliminaire était censée déterminer s'il y avait suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales. L'avocate de Jessica, une femme élégamment vêtue qui avait probablement coûté à mes parents leurs économies de retraite, a soutenu que l'incident était un malentendu entre sœurs, une blague qui avait mal tourné et qui n'atteignait pas le niveau d'une agression criminelle. Votre honneur, Mademoiselle Miller n'a jamais eu l'intention de causer un préjudice grave à sa sœur. Elle agissait sous la croyance erronée que les prétendues allergies de Sarah étaient exagérées ou fabriquées. Une croyance partagée par plusieurs membres de la famille qui témoigneront que Sarah n'a jamais connu de réaction allergique grave en leur présence. Le procureur, un homme d'une 50aine d'années à l'air fatigué, a contre-attaqué avec des preuves médicales. Il a présenté mon dossier hospitalier, le témoignage du médecin urgentiste sur la gravité de ma réaction, et le témoignage d'un expert sur l'anaphylaxie et les issues potentiellement fatales. Votre honneur, indépendamment de l'intention de l'accusé, elle a délibérément administré un allergène connu à quelqu'un ayant des allergies médicales documentées. Le fait qu'elle croyait que ces allergies étaient fabriquées ne change rien au fait que ces actions ont failli entraîner la mort de la victime. Puis est venu le témoignage de Ryan. Il a pris la parole avec une dignité tranquille, répondant aux questions sur les événements de cette journée d'un ton clair et factuel qui ne laissait aucune place à l'interprétation.
Il a décrit avoir vu Jessica trafiquer ma nourriture, la photo qu'il avait prise, ma détresse médicale immédiate et la réaction de la famille à mon urgence. L'accusée a-t-elle exprimé des remords ou de l'inquiétude lorsque la victime a commencé à montrer des signes de détresse, a demandé le procureur. Non, elle ne l'a pas fait. Même alors que Sarah avait manifestement du mal à respirer, Jessica a insisté sur le fait qu'elle simulait la réaction pour attirer l'attention. Et quelle a été votre réponse à cela? J'ai appelé le 911. Jessica a essayé de m'arrêter, en disant que je surréagissais et que Sarah était juste en train de faire son cinéma. La salle d'audience était complètement silencieuse alors que Ryan décrivait le trajet en ambulance, ma perte de connaissance et les 18 heures que j'avais passées en soins intensifs à me battre pour ma vie. L'avocate de Jessica a tenté de discréditer Ryan lors du contre-interrogatoire, suggérant que son témoignage était influencé par leur récente rupture et son désir de vengeance. Mais les réponses calmes et cohérentes de Ryan et les preuves photographiques rendaient impossible de rejeter son récit. Monsieur Patterson, n'est-il pas vrai que vous avez eu une relation amoureuse avec la victime présumée depuis la fin de vos fiançailles avec l'accusé? Non, madame. C'est absolument faux. Mais vous avez mis fin à vos fiançailles spécifiquement à cause de cet incident. J'ai mis fin à mes fiançailles parce que j'ai découvert que la femme que je projetais d'épouser était capable de blesser délibérément sa sœur et de mentir ensuite à ce sujet pour éviter les conséquences. L'audience a duré 3 heures, mais l'issue était claire avant même que la juge ne rende sa décision. Il y avait des preuves accablantes que Jessica m'avait sciemment et délibérément exposée à une substance à laquelle elle savait que j'étais allergique, et que ses actions avaient entraîné des blessures potentiellement mortelles. Le tribunal estime qu'il y a suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales, a annoncé la juge. L'accusé sera mis en accusation mardi prochain pour agression au 2e degré. En sortant de la salle d'audience, j'ai aperçu Jessica pleurant sur l'épaule de ma mère pendant que mon père parlait avec animation à son avocate. Ils planifiaient déjà leur prochain coup, essayant probablement de trouver comment minimiser les conséquences financières et juridiques des actions de Jessica. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point j'étais complètement absente de leurs calculs. Même maintenant, ils traitaient cela comme quelque chose qui était arrivé à Jessica, pas quelque chose que Jessica m'avait fait. Certaines choses, apparemment, ne changent jamais. L'enquête qui a suivi l'audience préliminaire a révélé quelque chose que je n'attendais pas. Un schéma documenté de comportement familial qui allait bien au-delà du simple doute sur mes allergies. La détective Martinez, l'officier affecté à l'affaire, m'a contacté 2 semaines après l'audience pour discuter de ce qu'ils avaient découvert au cours de leur enquête. Mademoiselle Miller, nous avons interrogé des témoins de la fête de fiançailles, et plusieurs schémas inquiétants ont émergé, a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil en face de ma table basse. Ce n'était pas un incident isolé de mauvais jugement. Votre famille a un historique d'exposition délibérée à des allergènes. J'ai posé ma tasse de thé, sentant cette oppression familière dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec les allergies. Que voulez-vous dire? La détective Martinez a ouvert un bloc-notes rempli d'une écriture soignée. Nous avons parlé à votre cousine Lisa, qui a mentionné un dîner de Noël où votre tante vous a délibérément servi de la nourriture contenant des noix, après que vous ayez spécifiquement posé des questions sur les ingrédients. Le souvenir m'est revenu en mémoire. Noël il y a 3 ans, quand tante Linda avait insisté sur le fait que sa casserole de haricots verts était parfaitement sûre, malgré les évidentes lamelles d'amande sur le dessus. J'avais fini aux urgences ce soir-là avec de l'urticaire et des difficultés respiratoires. Ensuite, il y a l'incident à la fête de remise de diplôme de votre frère, où votre mère aurait remplacé vos biscuits sans danger par des biscuits contenant des produits laitiers après que vous les ayez laissés sans surveillance. Je m'en souvenais aussi, bien que je me sois convaincu à l'époque que c'était un accident, une confusion en cuisine lors de la préparation de la fête. Mademoiselle Miller, combien de fois avez-vous été hospitalisée pour des réactions allergiques suite à des réunions de famille? J'ai dû y réfléchir. 4 fois au cours des 5 dernières années. Et combien de fois avez-vous été hospitalisé suite à des événements non familiaux? Aucune. Jamais. La détective Martinez a hoché la tête d'un air sombre. C'est ce que nous pensions. Selon les dossiers hospitaliers que nous avons obtenus par assignation, toutes vos réactions allergiques graves se sont produites après des réunions de famille où vous aviez spécifiquement informé plusieurs personnes de vos allergies. Les implications m'ont frappé comme un camion. Il ne s'agissait pas du mauvais jugement singulier de Jessica. Il s'agissait d'un schéma de comportement familial soutenu qui frisait l'abus systématique. Êtes-vous en train de dire qu'il m'empoisonne délibérément depuis des années? Je dis que les preuves suggèrent un schéma de comportement qui va au-delà de la simple négligence.
Votre famille vous a constamment exposé à des allergènes connus malgré des avertissements répétés sur les conséquences potentielles. La détective a expliqué qu'ils avaient trouvé des fiches de messages textes entre les membres de la famille discutant de mes fausses allergies et plaisantant sur les moyens de tester si mes réactions étaient authentiques. Apparemment, l'incident des crevettes de Jessica n'était pas une blague spontanée. C'était l'aboutissement d'années de discussions familiales sur la façon de me démasquer. Nous avons également découvert que votre famille se conseillait mutuellement sur la façon d'éviter la responsabilité de vos frais médicaux. Il y a des emails discutant de la question de savoir si votre assurance maladie couvrirait les réactions allergiques auto-infligées. Je la regardais, sans voix. Pendant que je me battais pour ma vie aux urgences, ma famille calculait comment éviter de payer les conséquences de leurs actes. Détective Martinez, qu'est-ce que cela signifie légalement? Cela signifie que nous élargissons les accusations. Jessica fait toujours face à des accusations d'agression pour l'incident spécifique à la fête de fiançailles. Mais nous enquêtons également sur vos parents et d'autres membres de la famille pour complot, mise en danger d'autrui et potentiellement tentative de fraude. Le mot « complot » flottait dans l'air entre nous. Ma famille n'avait pas seulement douté de mes allergies. Ils avaient activement conspiré pour les tester, sans se soucier du risque pour ma santé et ma sécurité. Il y a autre chose, a poursuivi la détective Martinez. Nous avons trouvé des preuves que votre famille discutait de moyens de vous discréditer si une action en justice était engagée. Il y a des discussions sur le fait de vous faire déclarer mentalement incompétente, des affirmations selon lesquelles vos allergies sont des symptômes du syndrome de Munchausen, et des plans pour soutenir que vous avez auto-provoqué des réactions pour attirer l'attention. La trahison était si complète, si calculée, que je me suis surprise à rire, non pas d'humour, mais de la pure absurdité de découvrir que ma propre famille me traitait comme une ennemie depuis des années. Mademoiselle Miller, je dois vous poser une question difficile. Êtes-vous prête à ce que cette enquête aboutisse potentiellement à des accusations criminelles contre plusieurs membres de votre famille? J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de m'accommoder de leur incrédulité. Toutes les réunions de famille auxquelles j'avais assisté tout en sachant qu'elles pourraient se terminer pour moi à l'hôpital. Toutes les fois où je m'étais excusé d'avoir des besoins médicaux qui les dérangeaient. Détective, je suis prête à tout ce qui doit arriver. J'en ai assez d'être empoisonné par des gens qui sont censés m'aimer. Elle a hoché la tête et a fermé son bloc-notes. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement de l'enquête. En attendant, je vous recommande d'éviter tout contact avec les membres de votre famille qui pourraient être impliqués. Après son départ, je suis restée assise dans mon appartement et j'ai essayé de comprendre ce que je venais d'apprendre. Ma famille ne m'avait pas seulement douté. Ils avaient activement conspiré pour me nuire, documenter leurs plans pour éviter les conséquences, et préparer des stratégies pour détruire ma crédibilité si leurs actions étaient exposées. Les personnes qui étaient censées me protéger avaient passé des années à me traiter comme une expérience scientifique. Et maintenant, enfin, ils allaient en subir les conséquences. L'appel de ma mère est arrivé à 7 heures du matin, 3 semaines après le début de l'enquête élargie. Je m'y attendais, honnêtement. La combinaison d'accusations criminelles, de responsabilités civiles potentielles et d'actifs gelés avait une façon de clarifier les priorités familiales. Sarah, nous devons parler. Sa voix portait ce ton particulier dont je me souvenais de l'enfance. Celui qui signifiait que j'allais me faire sermonner sur mon comportement inapproprié et recevoir des instructions sur la façon de régler la situation que j'avais créée. À propos de quoi, maman? À propos de ces absurdités juridiques. Ça a assez duré. Il est temps que tu retires tes avocats et que tu arrêtes cette campagne vindicative contre ta propre famille. Je me suis assise dans mon lit, immédiatement réveillée. Campagne vindicative. Ne joue pas l'innocente avec nous, Sarah. Nous savons que tu as orchestré tout ça pour te venger de Jessica pour sa fête de fiançailles, mais maintenant tu es allé trop loin. Ton père pourrait perdre son emploi à cause de ces accusations. Le blâme de la victime était si audacieux que je l'ai presque admiré. D'une manière ou d'une autre, ma famille s'était convaincue que le fait d'être enquêté pour m'avoir délibérément empoisonné était en fait une attaque contre eux. Maman, je n'ai rien orchestré. Jessica m'a empoisonné et le système judiciaire la tient pour responsable. Empoisonné est un mot très fort, Sarah. C'était une blague inoffensive que tu as complètement exagérée. Et maintenant, à cause de ta surréaction, toute ta famille est confrontée à la ruine financière. Je suis sorti du lit et je suis allé à ma cuisine, ayant besoin de café pour cette conversation. La ruine financière? Les frais de justice seuls vont nous mettre en faillite.
Ton père a dû hypothéquer la maison pour payer l'avocat de Jessica. Nous avons dû emprunter de l'argent à ton oncle juste pour couvrir les dépenses de base. Et maintenant, les avocats parlent d'une responsabilité civile qui pourrait nous coûter des centaines de milliers de dollars. Et voilà. Il ne s'agissait pas de justice ou de réconciliation familiale. Il s'agissait d'argent. Maman, que veux-tu exactement que je fasse? Retire les accusations. Règle à l'amiable. Dis au procureur que tout cela était un malentendu et que tu ne veux pas poursuivre. J'ai versé du café dans ma tasse et j'ai considéré sa demande. Et en échange? En échange, nous ne te poursuivons pas pour la détresse émotionnelle que tu as causée à cette famille. Nous ne poursuivons pas d'action en justice pour les fausses accusations que tu as faites sur un empoisonnement délibéré. Et nous ne te faisons pas évaluer pour les problèmes de santé mentale qui sont clairement à l'origine de ce comportement vindicatif. La menace était très claire. Retire les accusations ou fais face à une contre-attaque conçue pour détruire ma crédibilité et potentiellement ma liberté. Vous voulez me poursuivre pour avoir été empoisonné. Nous voulons obtenir justice pour les mensonges que tu as racontés et les dommages que tu as causés à des personnes innocentes. Sarah, Jessica pourrait aller en prison à cause de tes fausses accusations. Ton père pourrait perdre sa carrière. Ton besoin d'attention vaut-il vraiment la peine de détruire toute ta famille? J'ai pris une gorgée de café et je me suis émerveillé de sa capacité à recadrer une tentative de meurtre en un appel à l'attention. Quels mensonges spécifiquement? Les mensonges sur le fait que nous t'avons délibérément exposé à des allergènes. Les mensonges sur les complots familiaux. Les mensonges sur le fait que nous discutions de tes frais médicaux. Tu as créé ce fantasme de victime élaboré et maintenant de vraies personnes souffrent à cause de tes délires. Maman, la police a des preuves. Des messages textes, des emails, des dossiers médicaux. Des preuves circonstancielles qui sont mal interprétées par des gens qui ne comprennent pas notre dynamique familiale. Sarah, nous avons été patients avec tes allergies et tes drames pendant des années. Nous nous sommes accommodés de tes besoins alimentaires spéciaux. Nous avons porté tes épipens. Nous t'avons emmené d'urgence à l'hôpital quand tu as eu tes crises. Et c'est comme ça que tu nous rembourses? La réécriture de l'histoire était à couper le souffle. Dans sa version des événements, ma famille était de saints martyrs qui avaient noblement enduré mes besoins médicaux difficiles pour être ensuite vicieusement attaqués par une fille ingrate en quête de vengeance. Je ne retire pas les accusations, maman. Alors tu fais une terrible erreur. Nous avons des preuves, nous aussi, Sarah. Des preuves que tu exagères tes allergies depuis des années. Des preuves que tu manipules les professionnels de la santé. Des preuves que toute cette situation est le résultat de graves problèmes psychologiques qui doivent être traités professionnellement. La menace était claire. Coopère ou sois détruite. Quel genre de preuves? Des dossiers médicaux montrant que les résultats de tes tests d'allergie ont été incohérents. Des témoignages sur des moments où tu as été exposé à des allergènes sans réagir. Des documents sur ton comportement de recherche d'attention tout au long de ton enfance et de ton adolescence. J'ai réalisé qu'il prévoyait d'utiliser mon histoire médicale contre moi. Probablement en arguant que toute incohérence dans les résultats de mes tests ou toute variation dans la gravité des réactions prouvait que je simulais tout. Maman, je ne retire pas les accusations. Ce que Jessica a fait était criminel et je ne vais pas t'aider à le couvrir. Alors tu choisis des étrangers plutôt que ta famille. Et quand cela détruira tout ce que tu es censé aimer, souviens-toi que tu avais le choix. Elle a raccroché et je suis resté dans ma cuisine, tenant ma tasse de café et traitant ce qui venait de se passer. Ma famille se préparait à une guerre totale et prévoyait d'utiliser mon état médical comme une arme contre moi. 2 heures plus tard, mon avocat a appelé avec une mise à jour qui a tout changé. Sarah, tu dois savoir que ta famille vient de déposer une contre-poursuite affirmant que tu as frauduleusement collecté de l'argent d'assurance pour de fausses urgences médicales. Ils demandent le remboursement de tous les frais médicaux qu'ils ont engagés en ton nom, plus des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer. Mais Sarah, ils ont commis une erreur tactique cruciale. En déposant cette contre-poursuite, ils se sont ouverts à la communication de pièces. Nous pouvons maintenant assigner toutes leurs communications, leurs dossiers financiers et leurs consultations médicales. Et ce que nous avons trouvé dans l'examen initial est dévastateur pour leur cas. Qu'avez-vous trouvé? Des documents de planification détaillés pour ce qu'ils appelaient des tests d'allergie. Des recherches médicales sur la façon de provoquer des types de réactions spécifiques. Et le plus accablant de tous,
une fraude à l'assurance impliquant de fausses déclarations selon lesquelles vos urgences médicales étaient auto-infligées pour éviter de payer vos factures d'hôpital. Je me suis affalé sur mon canapé, submergé par l'ampleur de leur tromperie. Ils commettent une fraude à l'assurance depuis des années. Apparemment, chaque fois que vous étiez hospitalisé après une réunion de famille, ils déposaient des réclamations indiquant que vos réactions étaient soit auto-provoquées, soit le résultat de votre propre négligence. Ils ont collecté des milliers de dollars de remboursement tout en planifiant simultanément les incidents qui ont causé vos hospitalisations. Les pièces du puzzle s'assemblaient maintenant. Ma famille n'avait pas seulement testé mes allergies pour se divertir. Ils avaient orchestré des urgences médicales et profité ensuite des réclamations d'assurance tout en se positionnant comme victimes de mon comportement imprudent. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, ils font face à des accusations fédérales pour fraude à l'assurance en plus des accusations d'État pour agression et complot. Leur contre-poursuite s'est retournée contre eux de manière spectaculaire, et ils risquent une peine de prison potentielle et des pénalités financières massives. Après avoir raccroché avec mon avocat, je suis resté assise dans mon appartement et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais face à ce dernier développement. Ma famille était passée de l'empoisonnement à la tentative de destruction légale. Et dans le processus, il s'était exposé à des conséquences bien plus graves que les accusations d'agression initiale de Jessica. Ils avaient joué un jeu dangereux et avaient perdu de manière catastrophique. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la justice. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouvel appartement, un appartement avec une meilleure sécurité et sans double de clés distribuées aux membres de la famille, lorsque les derniers documents judiciaires sont arrivés. Les procédures judiciaires s'étaient conclues par une résolution que personne n'aurait pu prédire au début de tout cela. Jessica a plaidé coupable d'agression au 2e degré et a été condamnée à 18 mois de probation, à des travaux d'intérêt général et à une restitution obligatoire de mes frais médicaux. Mes parents ont plaidé non coupable aux accusations de complot et de fraude à l'assurance, recevant des peines avec sursis conditionnel au remboursement des réclamations d'assurance frauduleuses et à la couverture de mes frais médicaux courants. Le jugement financier total s'élevait à 193 000 $. La facture d'hôpital initiale, plus les frais de justice, les frais médicaux courants et la restitution des années de réclamation d'assurance frauduleuse qu'ils avaient déposées. Mais la vraie victoire n'était pas financière. C'était la reconnaissance officielle que ce qui m'était arrivé était criminel, et non un dysfonctionnement familial. Le tribunal avait reconnu qu'exposer délibérément quelqu'un à des allergènes connus n'était pas une blague ou une bizarrerie familiale. C'était une agression. Ryan a appelé ce soir-là pour savoir comment je vivais la résolution finale. « Comment te sens-tu à propos de tout ça ?» a-t-il demandé. Soulagé, principalement. C'est enfin terminé. Des regrets sur la façon dont les choses se sont terminées? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je regrette que nous ayons dû en arriver là. Je regrette que ma famille ait choisi la guerre juridique plutôt que de prendre ses responsabilités, mais je ne regrette pas de m'être protégé ou de les avoir tenus pour responsables. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as géré ça avec plus de grâce que je ne l'aurais fait. Ryan était devenu un ami inattendu tout au long de ce processus. Pas sur le plan romantique, nous avions tous les deux été clairs sur cette limite. Mais comme quelqu'un qui comprenait ce que c'était que de découvrir que des personnes que vous aimiez étaient capables d'une cruauté stupéfiante lorsqu'elles étaient acculées. As-tu eu de leurs nouvelles depuis la condamnation? A-t-il demandé. Silence radio. Selon mon cousin Mike, le consensus familial est que je suis morte pour eux. Apparemment, choisir la responsabilité légale plutôt que la loyauté familiale fait de moi une traîtresse à tout ce que la famille Miller représente. Comment te sens-tu à ce sujet? Honnêtement, libre. J'ai regardé autour de mon appartement, notant à quel point il était différent de tous les endroits où j'avais vécu auparavant. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas à m'inquiéter de savoir si ma nourriture est sûre. Je n'ai pas à porter plusieurs épipans aux réunions de famille. Je n'ai pas à justifier mes besoins médicaux à des gens qui sont censés m'aimer. Ça ressemble à un cadeau. Le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu, en fait. J'aurais juste aimé qu'il n'ait pas fallu des accusations criminelles et une enquête fédérale pour l'obtenir. Nous avons parlé pendant une autre heure de son nouveau travail, de mes projets de voyager ailleurs que dans les hôpitaux, et de l'étrange expérience de nouer des amitiés adultes avec des gens qui croyaient des faits de base sur ma santé. Après avoir raccroché, je me suis préparé le dîner, un simple plat de pâtes avec des ingrédients que j'avais choisis sans consulter les préférences ou les restrictions alimentaires de qui que ce soit d'autre. En cuisinant, j'ai pensé à l'ironie de la situation.
La tentative de ma famille de prouver que je simulais mes allergies avait fini par fournir plus de documentation sur leur réalité que je n'aurais pu en obtenir en des décennies de gestion médicale minutieuse. Les archives du tribunal contenaient désormais le témoignage d'experts sur la gravité de mes allergies, des preuves médicales détaillées des dommages causés par des expositions répétées, et la reconnaissance officielle que le comportement de ma famille constituait une agression criminelle. Quiconque doutait de mon état pouvait simplement lire les documents judiciaires publics. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Sarah, c'est ta cousine Emma. J'espère que tu vas bien. Beaucoup d'entre nous n'avaient aucune idée de ce qui se passait vraiment. Je suis désolé que nous n'ayons pas parlé plus tôt. Des messages similaires arrivaient au compte-gouttes depuis des semaines. Des membres de la famille élargie, des amis de la famille. Même certains des voisins de mes parents m'avaient contacté en privé pour exprimer leur soutien ou partager leurs propres préoccupations concernant le traitement de mes besoins médicaux par ma famille. Apparemment, plus de gens que je ne le pensais avaient remarqué le schéma. Tout le monde ne m'avait pas coupé les ponts. Certaines relations survivraient à cela, reconstruites sur des bases d'honnêteté plutôt que d'accommodement. En terminant mon dîner, j'ai pensé à quelque chose que mon avocate avait dit lors de notre dernière réunion. Sarah, tu n'as pas détruit ta famille. Ta famille s'est détruite elle-même en choisissant la cruauté plutôt que la compassion. Tu as juste refusé de le permettre plus longtemps. Elle avait raison. Je n'avais pas causé cette crise en ayant des besoins médicaux. Je ne l'avais pas aggravée en attendant une sécurité de base de la part de personnes qui prétendaient m'aimer. Et je n'y avais pas mis fin en tenant les gens responsables de leurs actions criminelles. J'avais simplement cessé d'accepter un traitement inacceptable, et tout ce qui a suivi a été la conséquence naturelle des choix des autres. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis endormi sans me demander si demain apporterait une autre réunion de famille où je devrais choisir entre l'inclusion sociale et la sécurité physique. Les personnes qui étaient censées me protéger avaient passé des années à me traiter comme une ennemie. Mais maintenant, j'étais entouré de personnes amies, professionnels de la santé, même d'anciens beaux-parents qui traitaient ma santé comme quelque chose qui valait la peine d'être protégé plutôt que quelque chose qui valait la peine d'être testé. La famille, il s'est avéré, n'était pas définie par le sang ou l'obligation. Elle était définie par des personnes qui se souciaient de savoir si vous viviez ou mouriez, et qui ne mettraient jamais délibérément votre vie en danger pour leur propre divertissement. J'avais perdu une famille, mais j'avais gagné quelque chose de mieux. La paix, la sécurité, et la connaissance que je valais la peine d'être protégé. Parfois, la justice n'est pas la vengeance. Parfois, c'est juste l'absence de personnes qui vous font du mal et la présence de personnes qui ne le font pas. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de l'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la recherche de la force lorsque la famille devient l'ennemi. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais obligé de vous immoler par le feu pour garder au chaud des personnes cruelles.